Bienvenue dans cette édition de Dialogue avec. Nous sommes le mardi 26 mars et nous recevons aujourd'hui Madame Yvonne Koussoumina. Bonsoir Madame Yvonne. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir Patricia. Je vais très bien et vous-même? Ça va, je vous remercie. En tout cas, merci d'être là. Nous avons aussi aujourd'hui avec nous le professeur Shango, Alfred Shango, qui sera là pour notre rubrique internationale et correspondante de France. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Patricia, et puis bonsoir à Madame Yvonne Koussoumina. Bonsoir, professeur. Nous avons également, bonsoir. Nous avons également Madame Valériane, qui est au Sénégal. Bonsoir, Valériane. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Merci. On vous entend très bien. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'imagine que c'est l'euphorie là-bas. L'euphorie de joie et de bonheur. J'aimerais tellement être là avec vous en ce moment, juste pour vivre ces moments avec vous. Et nous avons aussi le président Seth Kikouni, qui est avec nous pour participer, donner son avis, son point de vue. On sait que le président Seth est toujours quelqu'un de très pointu dans les questions, dans les réponses, dans la vie en général à Kinshasa. Donc, je suis très ravie d'avoir le président Seth avec nous aujourd'hui. Bonsoir, président. Bonsoir, Patricia. Ravi de te revoir. Merci. Alors, on va retourner vers Madame Yvonne. Madame Yvonne, si vous voulez bien, en fait, juste vous présenter, nous parler un petit peu de vous et puis nous dire ce que vous faites à Kinshasa. En fait, d'abord, avant de commencer ça, excusez-moi, je vais d'abord dire pourquoi c'est moi qui fais l'animation aujourd'hui. Le père Jean-Pierre m'a prêté son micro dans la continuité, on va dire, de la journée internationale des droits de la femme. Donc, comme c'est encore le mois de mars, il a bien voulu me prêter son micro pour que je puisse animer l'émission, etc. Et ensuite, pour que je puisse inviter aussi des personnes qui sont des femmes, en général, qui sont experts dans leur matière. Donc, c'est pour ça que je vous ai choisi, Madame Yvonne, parce que j'ai lu dans votre bio que vous êtes, en tout cas, licenciée en gestion financière et comptabilité, et que vous avez une entreprise qui m'a beaucoup intéressée, qui opère dans les ressources humaines et qui s'appelle Pay Network. Et c'est vraiment de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, qu'on échange sur ce sujet, à savoir ce que vous faites, comment ça impacte la communauté, comment ça impacte les femmes, comment ça impacte les hommes au Congo, les jeunes, etc. Donc voilà, donc je vais vous laisser la parole, vous présenter, puis nous expliquer un petit peu, et puis ensuite nous allons échanger quelques questions. Je ne pense pas qu'elle m'entend. Madame Yvonne? Elle ne m'entend pas. OK. Merci Patricia. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Allez-y. CEO de la société Pay Network. Pay Network se spécialise donc, comme je disais, dans la gestion des ressources humaines de manière générale et dans la gestion de la paye en particulier. Donc, j'ai créé la société en 2007 dans tous les domaines liés aux ressources humaines. À côté de cela, je suis également administrateur au sein de la Fédération des entreprises du Congo, également administrateur au sein de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise et également au Service national de sécurité sociale dont je préside aujourd'hui le conseil d'administration. Donc, vous avez en face de nous un entrepreneur tout fait. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. En fait, avant de rebondir sur quelques questions et de réfléchir un petit peu, si le père Jean-Pierre pourrait passer une petite rubrique, c'est la rubrique de Gladys, ça s'appelle le tuto Gladys. Donc, on va écouter et puis après, on va voir comment on va discuter dessus.
Regardez plutôt, pas écouter. Bonjour chez vous, bienvenue au tuto de Gladys, série 3, thématique de la femme, épisode 3, expression du jour, le plafond de verre. Alors, que signifie l'expression plafond de verre? Cette expression désigne le phénomène où, au sein d'une structure hiérarchique, les niveaux supérieurs ne sont pas accessibles à certaines catégories de personnes en raison de mépris de classe, de discrimination raciale ou de sexisme. Cela crée une barrière invisible qui limite l'avancement professionnel de ces individus. Cette expression a été citée pour la première fois dans le film Le Mur Invisible d'il y a 15 ans, en 1947, et a émergé par la suite à la fin des années 70 aux États-Unis. Ensuite, un article publié par le Wall Street Journal en 1986 a popularisé l'expression. Cet article soulignait donc la difficulté des femmes d'accès aux postes supérieurs. De nos jours, le plafond de verre persiste dans plusieurs pays et organisations. Les femmes sont souvent sous-représentées dans des postes de décision et de responsabilité de haut niveau. Cette ségrégation verticale contraint ainsi leur carrière. En France, le concept s'est imposé dans les recherches scientifiques et a été analysé dans divers secteurs d'activité. Depuis quelques années, en République démocratique du Congo, mon pays, les lignes bougent. Certaines femmes ont réussi à briser le plafond de verre. Le cas notable de Madame Marie-France Malingou Kabedi, première femme gouverneure de la Banque centrale du Congo, aussi Mesdames Philomène Omatuku et Janine Mabunda au perchoir de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Elles ont atteint des postes de haute responsabilité malgré les obstacles liés au genre. Femmes, leur parcours nous inspire toutes à poursuivre nos ambitions professionnelles et surmonter les barrières traditionnelles afin de briser le plafond de verre. Ah, c'était intéressant. Alors, Madame Yvonne, pour rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Madame Gladys sur ton tuto, avec votre société Pay Network, je pense que vous allez nous en parler un peu plus dans les détails, mais j'aimerais bien savoir, en fait, elle a parlé de quelque chose qui est très important, c'est des lignes qui bougent, en fait, pour les femmes. Dans quelle mesure votre société fait bouger les lignes pour les femmes? Est-ce que vous avez une préférence dans le recrutement ou est-ce que vous avez des secteurs bien spécialisés pour les femmes ou des formations, ce genre de choses-là que vous appliquez pour améliorer en fait et permettre aux femmes d'accéder à certains emplois à travers votre société? Sa connexion n'est pas terrible, je pense. Ça, c'est Kinshasa. Merci, Patricia. Malheureusement, je n'ai pas bien le tuto qui a été publié, probablement à une question de connexion, mais j'ai cru comprendre qu'il s'agissait du plafond de verre, n'est-ce pas? Alors, oh, ouais. Sorry, Kinshasa, oui, malheureusement. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait du plafond de verre. Alors, ça reste pour moi, en fait, on va dire une expression sur laquelle je ne me suis jamais arrêtée. Parce que, en tant que gestionnaire des ressources humaines, justement, ce que moi je regarde, c'est d'abord le fait que hommes et femmes restent un capital humain, indépendamment du sexe, un capital qui est susceptible de mettre en œuvre des compétences et de développer des compétences dans le but de développer une activité donnée. Donc, personnellement, je ne me suis jamais arrêtée dans la réalisation de ma mission
à ce genre de considération. Nous considérons les compétences d'abord, peu importe que cela émane d'une femme ou d'un homme. Merci. Ce que j'aurais aimé savoir, en fait... Il y a un problème de connexion. Hein, oui, désolé. il y a un problème de connexion. Vous m'avez suivi, Patricia? Vous m'entendez? Madame Yvonne, vous m'entendez? En fait, elle nous entend. Professeur Alfred, vous m'entendez? Oui, oui, très très bien. En fait, il y a un décalage entre le moment où vous posez la question et voilà. Et après elle répond. Mais on dirait que le président Seth n'a pas ce problème. Vous m'entendez, vous? Là, je vous entends, oui, là, je vous entends. Ok, ok. Donc, ce que je voulais savoir, en fait, c'est peut-être pas pour votre cas personnel à vous, mais je voulais juste savoir comment est-ce que vous mettez ce genre de défi en application à travers votre société. C'est-à-dire, dans le tuto de Gladys, elle parle de lignes qui bougent. Elle parle de lignes qui bougent. Et j'aimerais bien savoir, en fait, par rapport à votre apport pour les femmes, comment est-ce que vous mettez ça en application? Comment est-ce que vous poussez les femmes pour aller un petit peu plus haut dans les sociétés dans lesquelles elles sont recrutées, pour aspirer à des postes un peu mieux payés et à des formations, ce genre de choses? C'était ça ma question. Est-ce qu'elle m'entend? Décalage. Oui. C'est vraiment dommage. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hommes, femmes, il s'agit surtout de compétences d'abord. Après, lorsqu'il y a des positions disponibles au sein d'une structure organisationnelle, bien entendu, nous encourageons les candidatures féminines, hein, elles sont vivement encouragées. Généralement, on le met même lorsqu'on publie des postes, mais après, tout dépend des compétences qu'elles ont à offrir par rapport à cette position-là. D'accord, d'accord. Professeur Alfred, vous avez une question par rapport au tuto ou un commentaire? Oui, c'est très intéressant, hein, le tuto sur cette idée de plafond de verre. Elle a très bien rappelé ce qui s'est passé on a longtemps ici en France, où que ce soit dans les entreprises privées ou dans les entreprises publiques, dans l'administration publique, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Une fois les femmes arrivaient à certains postes de responsabilité, elles n'arrivaient pas à grimper au niveau supérieur, par exemple de PDG, par exemple des directeurs, etc. Et puis le nombre, par exemple, des femmes était très limité à l'Assemblée nationale ou au Parlement. Aujourd'hui, les lignes ont bougé, comme Gladys l'a dit, puisqu'on a vu que, par exemple, dans un groupe politique comme LFI, hein, les Insoumis, la France Insoumise, il y a eu une députée femme de chambre originaire de Côte d'Ivoire, Kéké pour ne pas la nommer, qui a été élue députée justement sur cette liste-là. Et ça a suscité beaucoup d'enthousiasme, même de l'autre côté, beaucoup de moquerie. Et puis, on se souvient qu'en 82 ou 84, lorsque François Mitterrand avait nommé pour la première fois comme première ministre Édith Cresson, le tollé que ça avait suscité n'avait pas pu franchir le cap, par exemple, d'une année. Alors qu'aujourd'hui, il y a eu une première ministre qui a duré pratiquement 3 ans avec Macron. Donc, les lignes sont en train vraiment de bouger. Et puis, parce qu'il y a eu beaucoup de combats qui ont été menés pour cette égalité entre les hommes et les femmes au niveau du travail, égalité de salaire, égalité aux mêmes chances d'accès
au poste de responsabilité, en tout cas, et puis avec les questions intersectionnelles qui se posent aujourd'hui. Donc, les lignes sont en train de bouger. À l'université, ça a bougé depuis longtemps. Dans l'éducation nationale, ça a bougé depuis longtemps. Moi, dans mon département, par exemple, sur 14 professeurs, il y a 9 professeurs femmes. Voyez. D'accord. Président Seth, vous qui êtes établi à Kinshasa, en fait, quel est votre commentaire sur cette question, en fait, de la place des femmes, par exemple, dans les institutions? Est-ce qu'il y a eu un progrès? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Est-ce que les femmes ont du mal à aller au-devant de la scène? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, merci beaucoup, Patricia. Bon, je pense que j'ai bien suivi plutôt, et je pense sincèrement que en ce qui concerne la République démocratique du Congo, il faut qu'on apprenne à faire la part des choses. Nous avons 2 espaces, 2 domaines qui diffèrent dans son essence. Nous avons le domaine politique, qui est d'abord défini comme une lutte. Et cette lutte-là, généralement, commence dans l'opposition. Et il faut comprendre à la base que les postes politiques sont en réalité des récompenses pour ceux-là qui luttent pour pendant le processus de l'accession au pouvoir. Et généralement, un peu démocratique du Congo, les femmes refusent catégoriquement de s'impliquer dans cette lutte-là. Elles ne sont pas nombreuses. Nous étions en campagne, par exemple. Le nombre de femmes qui faisaient partie de l'équipe de campagne était vraiment insignifiant. Ce n'est pas qu'on avait fermé nos portes, mais les femmes ne s'intéressent pas à la politique. Alors, quand les gens accèdent au pouvoir, par exemple, il faut nommer les gens et qu'il faut proposer quelqu'un qui peut être président de l'Assemblée nationale, et si c'est à ces critères-là qui sont pris en considération, y compris au niveau des DG, des PCA et tout. C'est ça la politique. Ça, je ne peux pas vous mentir. Ce n'est pas que vous étiez à la maison en train de faire le ménage et puis on vient, on vous prend, on dit venez devenir Premier ministre. Ça ne marche pas comme ça en politique. Mais puisque je suis aussi homme d'affaires, je dois vous avouer que dans le domaine privé, dans le secteur privé, les femmes sont en avance par rapport aux hommes. Parce que là, je peux vous confirmer que les hommes ou encore les entreprises privées ont compris qu'il est beaucoup plus facile de faire confiance aux femmes, surtout en tout ce qui concerne le salaire à bureau, comme on dit, l'argent et tout, que les hommes. Parce que les hommes ne savent pas généralement gérer leurs ambitions. Généralement, les hommes sont confinés dans des travaux qui demandent beaucoup de force physique. Je prends l'exemple de mes entreprises. C'est 80% des femmes. Toutes mes gérantes sont des femmes. Pourquoi? Parce que j'ai connu de très mauvaises expériences avec les hommes. Et il en est de même dans plusieurs autres entreprises. Même la majorité des enjeux commerciaux, je crois que ce sont des femmes dans le secteur privé de la République démocratique du Congo. Les femmes ont déjà gagné beaucoup de combats, mais puisqu'ils ont tous leurs yeux fixés vers la politique, et je l'ai expliqué, qui est un espace vraiment où on récompense les gens et on récompense les gens qui se battent, qui luttent. Et beaucoup de femmes ne s'y intéressent pas. Donc, peut-être que ça nécessite beaucoup de recherches, mais lorsque vous regardez vous-même les équipes de campagne, même des candidats présidents, parce que c'est à partir de là que ça commence, sous les partis politiques, vous allez voir que les femmes sont pratiquement désintéressées. Ils pensent que voilà, la politique, ça ne les intéresse pas et tout. Et ce n'est pas seulement un République démocratique du Congo, partout. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai suivi le nouveau président du Sénégal. Leur première liste a été rejetée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de femmes, je crois, dans leur liste et tout. Même au Sénégal, si on a ce problème-là, c'est juste un problème d'intérêt. Les femmes, voilà. Bon, la politique, c'est vraiment pas intéressant. Et le manque de nomination de femmes dans le domaine politique, c'est vraiment une conséquence du manque d'intérêt pour la politique. C'est ça ma perception. Mais pour le domaine privé, je peux vous confirmer, pour le peu que je sache, les femmes dominent. En tout cas, on recrute beaucoup plus de femmes. Madame Yvonne peut me contredire, ressources humaines, mais dans le secteur privé, en tout cas, travail de bureau, argent, tout, je vois qu'on privilégie beaucoup plus de femmes par rapport aux hommes. Voilà. Absolument. J'ai eu la même expérience à Kinshasa.
dans l'entreprise où j'ai travaillé pendant 2 ans et quelques, il y avait beaucoup de femmes dans les ventes, à la comptabilité, etc. Et il était plus, en fait, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, en fait, c'est comme si en fait on fait plus confiance aux femmes en ce qui concerne la gestion d'une entreprise avec l'argent, etc. On fait plus confiance aux femmes qu'aux hommes parce qu'on se dit que non, les hommes, bon, je ne sais pas exactement ce qu'ils se disent, mais ils se disent que c'est pas sérieux. Quand on dit les hommes volent, il ne faut pas mâcher les mots. Je ne sais pas s'ils volent, mais bon, ils viennent en retard. Il y a aussi de ça. Mais bon, s'ils volent, en même temps, allez-y, Madame Yvonne, allez-y. Je vais en fait aller dans le sens de ce que vous dites, parce qu'il y a effectivement lieu éventuellement de faire une différence entre les différents secteurs d'activité. Nous, dans le secteur privé, nous ne faisons plus ce genre de distinction. D'abord, parce que ce qu'on regarde d'abord, ce sont les compétences. Qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme, aujourd'hui, dans le secteur privé, ça n'a pas d'importance. Après, c'est vrai qu'on va encourager la gente féminine, justement, pour changer les choses, mais je vous avoue que dans notre secteur d'activité, cela n'est absolument plus un débat. Non. Ok. Donc, pour continuer, en fait, sur la lignée de Pay Network, on va regarder une petite vidéo que vous nous avez gentiment envoyé pour essayer de comprendre un petit peu ce que vous faites avec cette société. Pay Network, en tant que société privée de placement qui se spécialise dans la gestion des ressources humaines de manière générale et la gestion de la paye en particulier, marque un point d'honneur à célébrer la Journée internationale du travail. Précisément parce que cette journée symbolise la consécration de ce à quoi nous œuvrons quotidiennement, à savoir la promotion de l'emploi, la vulgarisation des droits et obligations des travailleurs et des employeurs, conformément aux dispositions de la loi 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, et aussi maintenant l'amélioration de notre système national de sécurité sociale. Excellente fête du travail à tous les Congolais. À toutes et à tous, bonne fête du travail. Excellente fête du travail. Une joyeuse fête de travail. Je vous souhaite une bonne fête du travail. Je vous souhaite une bonne fête de travail. Je vous souhaite bonne fête du travail. Je vous souhaite une excellente fête du travail. Excellentissime fête du travail à tous. Super. Madame Yvonne, je vais vous poser une question en fait, mais ce sera par rapport à ma propre expérience. Vous avez parlé de droit. En fait, comme j'ai travaillé à Kinshasa pendant quelques années, moi j'étais traitée comme, on va dire, une expat, ok. Et les collègues locaux ont plutôt été engagés à travers des sociétés de sous-traitance, ok. Et j'ai eu à travailler dans le département en fait, dans la section des ressources humaines. Et vraiment, j'ai été choquée. J'ai été choquée par la manière dont la sous-traitance gère le personnel. Ça veut dire que les gens le personnel n'est pas payé à temps et le paiement se fait en retard, les droits aux vacances ne sont pas respectés, les droits aux maladies ne sont pas respectés. Il y a tellement de choses que j'ai observées pendant mon travail là-bas. Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce que vous faites différemment à travers Pay Network. Ça veut dire que, comme vous avez parlé de droits là, en fait, comment est-ce que vous implémentez ces droits-là et en fait, dans les entreprises où vous envoyez vos employés? Ok, alors moi, je n'ai pas vu la vidéo. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas téléchargé chez moi. Vous allez me dire peut-être que c'est une question de connexion. Je pense que c'est la vidéo qui a trait à la Journée internationale du travail. Oui, c'est votre vidéo. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord, très bien. Oui. Alors, pour rester dans le contexte, moi, j'aime bien ce que vous avez dit, Patricia. D'abord, ça, c'est une grande erreur que l'on commet. Vous savez, au regard de la loi, on ne sous-traite pas le personnel. Au regard de la loi, le personnel, on ne peut pas le sous-traiter.
on le place. Ça, c'est le terme dédié, d'accord? Donc déjà, le placement de personnel n'est pas concerné par la loi relative à la sous-traitance du personnel. Nous sommes régis par l'Office national de l'emploi. Bon, ça, c'était juste une parenthèse. Alors, ensuite, j'aimerais ajouter quelque chose. Vous l'avez dit, vous étiez expatrié, vous n'étiez pas concerné par ce régime-là, mais il y a des sociétés de placement qui, justement, ne respectaient pas les droits de leurs employés en placement. Mais c'est justement ça, j'ai envie de dire, qu'a été, en fait, ma motivation lorsque j'ai créé Pay Network. C'était précisément d'offrir des services professionnels qui œuvrent autour justement des textes légaux qui régissent l'emploi. Parce que trop souvent, nous, 80% de nos clients sont des organismes internationaux et des multinationales. Alors, quand ils viennent au Congo, ils ont le sentiment qu'au Congo, il n'y a aucune règle, il n'y a pas de loi. Non, c'est justement ça le message que nous véhiculons au quotidien. C'est de dire non, il existe au Congo un cadre réglementaire qui régit l'emploi. Il y a des textes, il y a des normes à respecter, il y a des principes qui existent. Et notre travail consiste justement à les accompagner autour de ces textes pour leur dire voilà ce que prévoit la loi, voilà ce que dispose telle disposition et telle disposition. Donc, du coup, quand vous dites que les employés n'étaient pas payés, il faut tenir compte d'un fait, c'est que lorsque vous avez un contrat de travail avec un employé, c'est une relation employé-employeur. L'employeur a des obligations et les employés également. Donc, du coup, par rapport à ce contrat du travail-là, le code du travail est clair. En matière de salaire, il y a une périodicité à respecter. Si vous avez l'habitude de payer votre salaire le 10, sachez que le 10 du mois prochain, la périodicité étant de 30 jours, vous devez payer les salaires. Donc, tous ceux qui ne respectaient pas ces normes, ces règles-là, en fait, ne respectent pas la loi, simplement, parce que la loi est là, le cadre réglementaire existe et il est d'application. Et c'est autour de cela, justement, que nous avons construit et architecturé les services que nous rendons à nos clients. D'accord. Mais ce que j'ai pu observer, moi, c'était beaucoup plus... C'est pas la société pour laquelle je travaillais qui payait en retard. C'est beaucoup plus dans notre gestion à nous, les sociétés de sous-traitance, qui, lorsqu'ils recevaient les fonds, pour ensuite payer leur personnel, ça devenait compliqué. Donc, au point où le personnel revenait vers nous pour nous dire que oui, on aurait dû être payé à temps et tout. Bon, ça, ce sont un peu des détails, mais bon, c'est des choses que j'ai observées dans la gestion de plusieurs, parce que j'ai essayé avec plusieurs sociétés de sous-traitance. Hein. J'ai dû changer au moins 4 ou 5 fois pour tomber sur une qui était plus ou moins correcte. Je vais aller vers Valériane. Valériane, vous n'avez pas essayé Pay Network, hein? Je ne connaissais pas, mais maintenant je sais. Valériane, vous avez un commentaire ou une question à ce sujet? En fait, plusieurs commentaires par rapport à ce que Madame Yvonne était en train de présenter et un peu ce que Monsieur Septikouni a dit sur le positionnement des femmes en général, en fait, sur certains rôles. Je pense que c'est un calendrier continu. J'ai envie de dire, peut-être que si on le voit différemment, il y a peut-être une centaine d'années, on pourrait dire que les hommes noirs n'étaient pas intéressés à gérer la chose publique. Et là, on comprendrait qu'en fait, les systèmes qui étaient mis en place, les systèmes qui étaient séculiers ou autres, étaient en train de bloquer justement l'homme ou la femme noire à pouvoir à la fois revendiquer ses droits ou même désirer occuper certains rôles. Les systèmes étaient faits pour que ces positions soient naturellement octroyées à l'homme blanc ou l'homme de couleur beaucoup plus pâle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi lié au fait que psychologiquement, comme je pense que c'est M. Seth qui l'a dit, les femmes seraient plus sérieuses que les hommes, en tout cas, éviteraient de se donner à des activités de détournement, si jamais elles se donneraient à ces activités de détournement, le pourcentage comparatif entre les hommes et les femmes, chez les femmes, c'est beaucoup plus faible que chez les hommes. Il y en a, mais c'est beaucoup plus faible. L'autre chose qui est intéressante en termes de psychologie, c'est que les femmes vont attendre d'avoir 100% de la capacité de opérer dans un domaine ou dire, quand je vois un poste vacant,
elles vont se poser la question, est-ce que je suis à 80%, minimum 70% compétente avant de postuler, alors que les hommes, dès qu'ils pensent avoir 25 à 30%, vont postuler. Donc, on voit déjà que l'arrivisme et l'opportunisme, et ce n'est pas seulement dans le domaine de la politique, c'est dans plusieurs domaines. Moi, par exemple, je travaille pour les Nations Unies, c'est exactement, je suis impliquée dans plusieurs panels de recrutement. C'est exactement la même chose. C'est qu'on voit des CV qui ont même osé appliquer, on dit, mais même au regard du CV, quel courage. Et on pourrait connaître des femmes qui pourraient être compétentes, même quand on leur dit tu devrais postuler, parce qu'elles sont en interne, parce qu'on apprécie le travail qu'elles donnent, tout de suite elle dit mais telle chose j'ai pas encore appris, je voudrais aussi apprendre et je voudrais étendre ma capacité avant de le faire. Ça c'est une des choses. Le dernier point qui serait mon commentaire, c'est sur la politique. En fait, les mécanismes qui sont mis en place dans la politique et la politique congolaise en particulier, c'est que en politique, il faut investir beaucoup d'argent pour être connu. Tout ça a un coût. Hein, communication, à la fois visuelle, présentielle sur le terrain et avoir des activités réelles de changement. Et pour la plupart, il n'y a pas des groupements qui accompagnent les femmes. Maintenant, on voit de plus en plus des programmes de développement, des programmes de gouvernance, des États et autres qui soutiennent les candidatures féminines, qui soutiennent les projets de société des candidats politiques femmes en tant que tels, au moins dans le contexte de la RDC. Mais voilà, pour la plupart, ce qui manque, c'est aussi le côté financier. Et en lien avec ça, la rigueur, et donc en lien avec ça, ce que M. Seck disait sur le Sénégal, la rigueur de notre demande en termes de notre demande politique sur les partis. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu d'exigences que la CENI, telle qu'elle est formée aujourd'hui avec la loi électorale, oblige les partis d'avoir un minimum de femmes et oblige, par exemple, que ces partis-là n'aient pas seulement des femmes qui seraient leurs enfants biologiques ou leurs épouses ou leurs cousines ou petites sœurs. On est très, très laxiste sur ce domaine-là. Et donc, pour les quelques partis qui ont des femmes à tort ou à travers, parce que bon, ça n'exclut pas que si vous êtes politique, votre femme n'a pas le droit de l'être, mais c'est juste que, telle que la société est construite aujourd'hui, si on a des femmes en politique, c'est souvent la copine d'eux, c'est souvent la femme d'eux, et ça tue un peu l'essence même de voir la femme en politique. Et l'image qui est donnée aujourd'hui de notre société, quand je pense personnellement, pas parce que j'ai vu des grandes choses que Mme Ifoko a fait, mais juste parce que c'était une femme, j'avais un intérêt quelque part de la soutenir. Mais dans les discussions avec des confrères, c'était plutôt « ouais, mais c'est certainement la femme de quelqu'un ». Ou c'est certainement qu'elle cache un agenda avec qui elle est liée. Donc, on ne voit pas les femmes comme étant des porteurs de changement. Et ça, c'est une mentalité et c'est quelque chose qui devra changer. On a besoin des femmes qui veulent prendre des risques, aussi d'investir de l'argent et de perdre, de gagner, d'être longtemps dans la politique, qui soit apparente dans les activités, qui aient des programmes, des programmes de changement de société qui sont importants. Merci. Eh oui. Merci, merci. Professeur Alfred, vous avez quelque chose à ajouter? Juste ceci, que je pense que c'est un problème culturel et puis un problème d'éducation au fond. Les traditions, les coutumes ont toujours chez nous, mais c'était le cas aussi en France à une certaine époque, reléguer les femmes à la maison, question de l'éducation des jeunes filles, etc. Je crois qu'on a déjà abordé ces genres de questions qui ont fait que là, quand j'entends les propos qui sont tenus, Valériane prend beaucoup de précautions. C'est dire effectivement que il n'y a pas une prédestination des hommes à faire la politique, une prédestination des femmes à bien gérer ou une prédestination aux hommes à ne pas gérer. Nos sociétés, comme ici en Europe, ce sont des sociétés patriarcales qui ont fait que les femmes étaient condamnées à rester à la maison et les hommes à sortir, à aller à l'extérieur, à aller travailler
à rapporter l'argent à la maison. Et donc, il y a même les filles qui ont été à l'école, qui ont fait des grandes études, sont toujours un peu en retrait alors que elles ont les mêmes diplômes que les hommes et elles ont les mêmes connaissances que les hommes, mais elles se mettent en retrait. Pourquoi? Ça m'intrigue beaucoup, ça m'intrigue toujours. Et on voit la différence, au fond, si je prends mes propres enfants à moi, j'ai une fille, mais elle a tout fait elle-même. Quand elle s'est inscrite à la faculté de droit, c'est elle-même. Quand elle a terminé, et puis elle a quitté le droit pour dire « je vais devenir institutrice », elle l'a fait d'elle-même. À la rage de son père qui disait « mais non, mais c'est pas possible », mais elle l'a décidé. Et c'est comme ça. Chez nous, à Kinshasa, une fille ne peut pas dire ça à son papa « je ne fais pas ça, je vais faire cela ». Donc, je crois que c'est aussi une question assez culturelle, mais petite anecdote tout simplement. Au Sénégal, on va être bien là avec deux grandes premières dames. Hein. Ça va être très bien. Patricia, je peux juste placer un mot, s'il te plaît, si tu permets. Vas-y. Pour titiller le professeur. Je prends peut-être des précautions, mais souvent on aime généraliser. Notre beau Congo est composé d'une multiculturalité et culturalité et de changement. Je sais que le choix facile pour les hommes qui ont peut-être parce que de manière coloniale avaient reçu le droit d'être un peu le citoyen supérieur par rapport à la femme, surtout en matière d'administration, ont eu tendance à vouloir faire croire et à généraliser le patriarcat. Le patriarcat, pour le Congo, pour les cultures et les tribus au Congo, c'est un legs du colonialisme. Okay? Et que quand on regarde les compositions ménagères de beaucoup de cultures, je vais chez les Lunda, la position de la femme dans la communauté chez les Lunda n'est pas la moindre. La position de la femme chez les Lunda, il y a des règles. Moi, ma mère, elle est du Bandoudou, et dans sa tribu, ça se passe de mère en fille. Ça ne se passe pas de manière contraire. Avec la colonisation, on est passé sur un régime, ce qu'ils appellent matriarcal, du sang par de la mère à son fils. C'est-à-dire que si mon frère est roi, pour une raison, encore une fois, un dribble de la colonisation, si mon frère est roi, ses enfants ne peuvent pas léguer le trône, ce sera mes enfants. Ça, c'est pour le cas du Bandoudou. Mais on a d'autres cultures dans l'Équateur où les femmes ont un rôle à dire, mais très, très important sur la gestion de la chose publique et autres. Mais on a souvent tendance à généraliser ça. Et juste pour information, moi, j'ai quitté le toit familial à 22 ans, à 20 ans, pardon, sans avoir fini mes études, en disant à mon père, bon, je vais déménager, je vais aller chez moi parce que je ne veux pas me marier avant d'avoir habité chez moi. Et mon père qui me regarde en mode, tu ne bouges pas d'un poil si tu n'as pas trouvé un travail. Je dis, bon, dans 3 mois, je vais trouver un travail. Et je suis sortie aller trouver un travail pendant que j'étudiais. Et donc, je suis partie. Mon père était le premier à dire, bravo, j'ai une fille qui peut, parce que, en fait, c'était juste un documentaire que je suivais qui disait qu'il y a des gens qui restent chez eux jusqu'à 40 ans. Et je suis là, oh, je ne veux pas du tout que ça m'arrive, ça. Et ma mère était en mode, oh mon Dieu, elle se mariera jamais si elle veut vivre une vie de temps libre. J'ai fait comprendre à ma mère qu'en fait, puisque je suis étudiante, quand je sors et que je rentre le lendemain, personne ne pose la question parce que vous savez, vous avez confiance en moi, je suis étudiante responsable, donc j'estime que je peux le faire. J'ai fait mes choix universitaires, j'ai fait mes choix en termes de qu'est-ce que j'allais étudier ou pas. Donc je pense que beaucoup de ces choses se vivent et j'ai beaucoup de collègues, plus tard, quand je me suis retrouvée vraiment dans le monde de l'emploi et tout ça, beaucoup de collègues femmes qui habitaient encore chez eux, en famille, je veux dire, parce qu'elles n'étaient pas mariées. Et c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Elles avaient 5-10 ans plus que moi. À l'époque, moi, j'étais en mode, mais tu ne peux pas faire asseoir tes parents pour leur dire que tu dois déménager. Genre, parce que c'est pas l'argent le problème, mais c'était plutôt une question de comment on était éduqués. Donc, une chose que j'allais ajouter sur le bémol, c'est l'importance de comment est-ce qu'on décide de faire dans cette composition familiale ce qu'on va appeler la culture. Parce que moi, je trouve que c'est très simple de se cacher derrière les clichés généralisantes de la culture congolaise en disant « Oh, nous sommes des Bantous et chez nous, les femmes ne parlent pas. » Ah non, non, non. Ma mère, parce que je donne son exemple parce que c'est elle la Bantou de la famille, parce que mon père n'a pas forcément d'origine Bantou,
c'est la Bantou. Et quand on voit la composition de la royauté de sa famille, c'est chez les femmes, c'est pas chez les hommes. Et vraiment, et j'ai pris la peine d'aller dans les données, voir quand est-ce que c'est arrivé. Ça coïncide avec la colonisation et les reines qui ont voulu tenir tête aux colons, qui n'ont pas forcément voulu et qui sont passés par ceux qui étaient les plus preneurs. Donc, il y a beaucoup d'amalgame sur le patriarcat en Afrique et surtout le patriarcat en Afrique centrale. Merci. Merci Valérie, un sujet très intéressant. On pourrait en parler pendant des heures. On va revenir sur Madame Yvonne et Pay Network. J'ai vu dans la bio, Madame Yvonne, que Pay Network est basé à Kinshasa, Kolwezi et à Goma. Est-ce que c'est dans des différents secteurs ou vous avez un secteur bien spécifique? Elle est déconnectée. Elle nous entend? Non, je ne pense pas qu'elle est là. Ouais. Ok. Valériane, j'avais préparé une petite question pour toi. Je voulais savoir un petit peu c'est quoi l'ambiance au Sénégal. Est-ce que tu es à Dakar en ce moment? Oui, je suis à Dakar. C'est vraiment, comme je crois que je l'avais même dit la dernière fois, mais encore plus, avec plus d'engouement maintenant, d'avoir la jeunesse aux commandes. Donc, c'est une belle gifle pour tous ceux qui essayer de se tenir au pouvoir, principalement le président sortant, qui a essayé, mais que je pense que la force de la démocratie réelle a montré ses griffes en imposant un candidat qui n'était pas forcément vu et attendu. Et je pense quelque chose peut-être qu'on n'évoque pas assez souvent, mais c'est aussi l'humilité du candidat président Sonko, qui était bien parti, même s'il y a eu quelques scandales, bien sûr, après avec son emprisonnement, et qui a quelque part soutenu le candidat de son bras droit. Et cette unité que l'on ne retrouve pas forcément dans l'opposition congolaise. Exactement. J'espère que la jeunesse opposante congolaise, dont appartient M. Seth Kikouni, on espère ça au moins d'eux, en espérant que les mandats, c'est 5 à 6 ans et que ça passe et que dans 10 ans, Dieu nous prête en vie, on pourrait toujours être capable de vouloir diriger le Congo et avant de mourir, de léguer ces résultats positifs que l'on veut pour un Congo meilleur. Et non, il y a beaucoup de joie. Les écoles étaient fermées, je crois, hier. Mais par contre, en même temps, sportivement, du moins de manière diplomatique et officielle, les aveux ont été faits, les félicitations aussi. Bon, apparemment, le président Macky va devoir peut-être quitter le pays. Enfin, tout ça, c'est des bruits de couloir, donc c'est pas forcément officiel. Mais de manière officielle, ce serait vers juin que les transitions et les transmissions de pouvoir et prestations, serment et tout ça se font. Donc, il y a beaucoup de joie et de fierté, parce que je partage le bureau avec quelques collègues sénégalais qui sont très, très fiers de ce qu'ils ont pu faire, aussi de leurs jeunes qui sont allés dans les rues, de la démonstration de beaucoup. Enfin, ça a été une composition. Une grande fête, quoi. Voilà, une grande fête. Merci Valériane. Président Seth, vous qui avez été plusieurs fois candidat président, jeune, contrairement à ce que vient de dire Valériane, le président Seth a fait une très belle démonstration d'humilité en s'alliant à un autre candidat. Donc, on a des jeunes qui font ce genre de démonstration, mais qui aussi, dans l'intérêt public, dans l'intérêt des citoyens congolais. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit oui, pas des décisions pour rebondir sur le président, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé au Sénégal et quels sont vos ressentis? Est-ce que vous avez un conseil? Si vous connaissez peut-être Sonko et le nouveau président, si vous aviez un conseil à leur donner, ce serait lequel? Bon, c'est vrai que j'ai quelques commentaires à faire sur l'intervention de Mme Valériane par rapport aux femmes. Bon, comme tu l'as dit, Patricia, c'est un débat qu'on peut tenir pendant 2 heures. Mais en 2 minutes, ce que je peux dire est que je ne pense pas que c'est correct de confiner le concept d'égalité homme-femme, le concept de parité, pardon, dans certains. Confiner cela ou limiter cela à certains secteurs, c'est vraiment pas correct parce que les femmes par nature sont très sélectives.
elles ne font pas tout. Même dans les conditions normales, comme on dit en économie, ceteris paribus, elles ne feront jamais tout. Elles seront toujours sélectives. Donc, généralement, les travaux qui demandent beaucoup de force et tout, les femmes ne sont pas intéressées. Vous ne pouvez pas les forcer à faire cela. Elles préfèrent faire certaines choses, et puis voilà, ça on le sait. Et lorsque vous regardez le secteur informel, par exemple, au République démocratique du Congo, vous verrez que généralement, c'est tenu par les femmes, les mamans maraîchères, marchandes, qui travaillent à la place des hommes. La plupart de ces femmes, leurs maris ne travaillent pas, ou ils ont un salaire peut-être de 50 000, 100 000 francs, ils sont fonctionnaires. Mais eux, ils font le marché, ils gagnent de l'argent, ils nourrissent leur famille, ils éduquent leurs enfants. Moi, mes gérantes, par exemple, j'en ai 4 des femmes, elles ont toutes 5 à 6 enfants, leur mari ne travaille pas. Ça fait 10 ans qu'ils travaillent chez moi, mais leur mari ne travaille pas. C'est-à-dire que leur famille, leur foyer sont tenus par l'argent du salaire de ces femmes-là. Donc voilà. Alors, le travail qu'ils ont trouvé chez moi, je crois que leur mari, je ne sais pas, à compétence égale, n'aurait peut-être pas la possibilité de trouver ce même travail-là, mais elles, parce qu'elles sont femmes, pour des raisons que j'ai évoquées dans ma première intervention, elles ont pu obtenir ce travail-là. Et puis, ce que Mme Valéria ne sait pas, peut-être elle doit s'actualiser, en 2022, une loi a été votée dans notre Parlement. La loi électorale avait exactement dit ceci, que les partis ou regroupements politiques qui vont présenter 50% des femmes n'auront pas à payer la caution. Parce que vous savez, en République démocratique du Congo, pour être candidat, il faut payer une caution. Imaginez que vous présentez 1000 candidats, députés nationaux, vous êtes obligé de payer 600 000 $ de caution. Mais la loi vous dit, si vous présentez 500 candidats femmes, vous n'allez pas payer de caution, 0 caution. Et tous les partis se sont battus pour avoir des candidats femmes. Mais aucun parti, je dis bien aucun parti sur les 25 000 candidats députés nationaux n'a pu réunir les 50%. Où étaient les femmes, même des figurants? On n'a pas pu réunir. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'intérêt qui est... c'est clair, au fait. On ne peut pas forcer parce qu'on voulait tous. Parce que imaginez, j'ai présenté 1000 candidats, au moins je sais que je peux compter sur 500, mais au moins présenter même 500 figurants. Même les figurants, on ne les a pas trouvés. Autant 600 000 $ ajoutés à la campagne, ça pouvait quand même faire la différence. Je suis d'accord sur une chose. En lieu de travail, les femmes sont harcelées. C'est vrai que, surtout dans le milieu politique, il y a toujours cette perception-là, les femmes qui montent, ils montent parce qu'elles sont ceci, cela, mais ce n'est pas totalement vrai, au fait. Il y a quelques cas très... Il y a des femmes de caractère, même dans le secteur politique, il y a des femmes de caractère, mais ce n'est pas à cause d'une minorité de femmes qui sont montées parce qu'ils ont fait X ou Y qu'on doit condamner toutes les femmes. Là, je peux vous affirmer que c'est juste un manque d'intérêt qui fait que les femmes ne s'intéressent pas trop à la politique. Bon, par rapport au Sénégal, je crois que si j'ai quelque chose à dire, déjà, on est en train de faire la comparaison. J'ai aussi fait cette comparaison-là, c'est vrai. Mais n'oubliez pas qu'en 2018, les candidats, notamment Moïse Katumbi, qui a été exclu du processus électoral, avait quand même décidé de soutenir un autre candidat, Martin Fayoulou, qui avait gagné les élections. C'est-à-dire que les Congolais ne sont pas si égoïstes que ça. Nous l'avons fait à Genève en 2018 et nous avions eu un candidat commun. 2023, le contexte était différent. Parce que cette fois-là, Moïse Katumbi n'était pas exclu. Et puis, deuxième chose, la différence entre le processus qui a eu lieu au Sénégal et en République démocratique du Congo, enfin, ce sont deux processus différents. Premièrement, lorsque vous regardez le patrimoine du candidat Faye qui a gagné les élections, c'est qu'il a, bon, c'est pas pour me vanter, peut-être que j'avais ce patrimoine-là il y a 10 ans. Pour la République démocratique du Congo, on pourrait dire qu'il n'a vraiment rien pour être président de la République. Mais il est devenu président. Pourquoi? Parce que c'est tout un peuple qui s'est approprié de ces candidats-là. Ils n'avaient pas les moyens seuls de battre campagne, mais ça prouve que le peuple sénégal est tellement mature qu'ils ont aussi contribué à la fois matériellement et financièrement pour faire gagner leurs candidats. Mais ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, généralement, les élections, c'est l'affaire personnelle du candidat qui doit mettre l'argent dans sa poche parce que le Congolais ne contribue pas pour battre campagne. C'est ce qui pose déjà problème. Alors, on ne peut pas imaginer avoir un candidat qui a ces milliards de dollars, renoncer à sa candidature pour soutenir quelqu'un qui n'a rien. Autant si c'est le peuple qui cotise,
je crois que le peuple va s'imposer pour présenter le candidat qu'il souhaite voir président de la République. Donc nous évoluons dans deux contextes différents. Moi, j'ai vu un candidat qui est un citoyen normal, qui n'a pas assez d'argent, qui a même des dettes, qui a pu gagner les élections et qui est même polygame. Ça aussi, il faut en parler. Valérie ne veut pas en parler. Donc voilà, nous avons encore beaucoup à apprendre à la République démocratique du Congo. Et je pense que sur ce point-là, il faut que la comparaison se limite peut-être à certains aspects. Mais le peuple sénégalais est un peuple très mature. Et si Faye a gagné, c'est parce que le peuple sénégalais aussi, même les moins instruits, s'est montré très mature et ils se sont appropriés leur candidat. Ils ont fait de Faye président de la République. En République démocratique, le peuple ne fait pas de toi président. Tu t'imposes avec ton argent, avec tes moyens. Si tu es président de la République, c'est avec les moyens de l'État. Si tu es dans l'opposition, bon, tu t'imposes avec ton argent, ta richesse, et voilà, tu prends le pouvoir d'une certaine manière. Voilà ce qui se passe chez nous. Je félicite Sonko et Faye, mais laisser la place à un autre candidat, ça a été fait en 2018. Et en 2023, nous avons aussi tenté de le faire avec notre candidat, même s'il n'y avait pas unanimité dans l'opposition. Merci, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de beau que l'Afrique a vécu et que on espère qu'il va nous être en fait légué quelques exemples, bons exemples, mais c'est vrai ce que le président s'est dit, on ne peut pas tout copier parce que tout ce qu'eux vivent de l'autre côté ne s'applique pas entièrement à nous et dans les deux sens aussi. Madame Yvonne est de retour, je pense que la connexion est là. Vous m'entendez? Désolée, oui. J'ai pu me reconnecter, je vous entends. Super, merci. Alors, on va alors parler d'un autre aspect de votre expérience. J'ai vu dans votre bio que vous êtes aussi présidente du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Donc, on va regarder une petite vidéo pour voir ce que c'est et puis on va en discuter plus tard. Merci. Il est 9h du matin, ce mercredi 10 mai 2023, et quand Madame Yvonne Koussamina Bassola, administrateur à la Caisse nationale de sécurité sociale, est chaleureusement accueillie par les directeurs provinciaux de la CNSS Congo central, Christian Tungila, au siège de cette entreprise publique située à Kinkanda, dans la ville de Matadi. En mission d'itinérance dans la province de Simo-Kimbangu, Madame l'administrateur, en sa qualité de membre du conseil d'administration, a tour à tour rencontré les responsables de la direction provinciale, la délégation syndicale, ainsi que les travailleuses de la CNSS, agence de Matadi, pour inspecter et s'imprégner de leurs conditions de travail. L'objectif poursuivi par cette mission est de faire le tour pour visiter d'abord nos différents centres, nos différentes directions et faire le tour de toutes les questions qui concernent le fonctionnement de la CNSS, voir avec les principaux acteurs finalement sur terrain quels sont les défis, les challenges, les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions, voir dans quelle mesure justement remonter leurs desiderata au sein du conseil d'administration avec des recommandations et des solutions précises dans le but de régler justement toute forme de dysfonctionnement ou de problèmes qu'il y aurait localement. Donc voilà. Dans sa tournée, Madame Yvonne Koussamina ne cesse de lancer les messages d'encouragement à tous les agents de la CNSS Congo central et félicite la ville de Matadi, où le nombre de femmes est presque la moitié des employés, tout en leur demandant de mettre leurs compétences au service de la CNSS. Quoique je trouve qu'à Matadi, quand même, les chiffres sont très bien parce que y a presque la moitié des employés qui sont représentés par les femmes. Presque, on n'y est pas encore, mais on y est presque. Et donc c'est vraiment un message d'encouragement et surtout leur rappeler l'essentiel. Parce que trop souvent, on a parfois tendance à se perdre. Donc je leur ai rappelé l'essentiel, c'est-à-dire mettre vraiment
nos compétences au service de la Caisse nationale de sécurité sociale, parce que c'est à travers nos compétences qu'on nous reconnaît, nous les femmes. Ce n'est pas à travers le blabla et le bruit et tout cela. Nous avons besoin de leurs compétences. En provenance de Kinshasa, Madame Yvonne Kousouamina a débuté sa mission d'itinérance dans la cité côtière de Mwanda, en passant par les villes de Bouma et de Matadi pour la clôturer en Banzangungu. Waouh, c'est inspirant tout ça. Alors, CNSS, c'est quoi, madame? Si vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce que bon, moi je ne connais pas trop et je vois que vous étiez sur le terrain un peu partout, dans plusieurs villes. Qu'est-ce que ça implique et quel est votre rôle? En fait, la CNSS, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale, qui est un établissement public à caractère technique et social. La CNSS donc, a une personnalité juridique propre. Comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il m'a été posé la question de savoir mais quel est le rapport entre Pay Network et la CNSS. En fait, la CNSS, donc le conseil d'administration de la CNSS, par exemple, dont je fais partie, est essentiellement constitué d'une tripartite entre l'État congolais, parce que c'est l'État qui gère en fait la caisse, en tout cas qui gère la direction générale de la caisse, les employeurs et les travailleurs, parce que finalement, ce sont nos cotisations sociales en tant que travailleurs et employeurs qui sont reversées à la CNSS et qui sont gérées par la caisse, justement. D'où cette tripartite-là, constituée des employeurs, des travailleurs et de l'État. Parce qu'il est normal que nous, en tant que principaux, on va dire, la principale partie prenante, nous ayons un regard sur la manière dont ces fonds sont gérés. Et actuellement, la CNSS, oh là là, je crois que j'ai perdu la connexion. Vous m'entendez? On vous entend, on vous entend. Vous m'entendez? D'accord. La CNSS actuellement couvre 3 branches de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les accidents professionnels, les prestations aux familles, en ce qui concerne les allocations familiales et également les pensions. Voilà en quoi consiste ma fonction de président du conseil d'administration. Donc actuellement, je représente la Fédération des entreprises du Congo au sein de cette institution que constitue la CNSS. Ouais, excellent, excellent. Voilà. Professeur Alfred, vous avez un commentaire ou une question par rapport à ça? J'ai connu cette caisse-là quand elle s'appelait INSS. Et donc, ça a changé depuis CNSS. Non, c'est une vraiment... D'abord, je suis... INSS, exactement. Voilà. Depuis 2018, INSS est devenu caisse. C'est ça, voilà, exactement. Oui. Alors, non, moi, je suis ravi, content de voir qu'à Matadi, il y a presque cette parité dont on parle dans les services, justement, de la CNSS. Ça, c'est intéressant. Mais j'ai juste une toute petite question pour Madame Kousouamina. C'est très bien, elle représente la FEC au sein de la CNSS sur la question des pensions. Parce que souvent, ça, c'est... il y a une part des pensions de la fonction publique aussi qui sont versées là-bas, non? Et puis des entreprises privées pour leurs travailleurs. Et donc, ma question est de savoir comment ça se passe pour ces travailleurs, par exemple, qui arrivent à l'âge de la pension. Est-ce que ils touchent leur pension de retraite ou quand ils meurent, est-ce que c'est transmis à leurs descendants? Je vois qu'elle est en décalé. Oui, oui.
Effectivement, je ne sais pas si vous m'entendez, j'espère que vous m'entendez. Si. On vous Alors, il faut entend faire très bien. la part des choses. La CNSS concerne justement le secteur privé. Le secteur public est géré par ce qu'on appelle la CNSAP. Donc, nous ne collectons pas les cotisations des fonctionnaires publics. Donc, il y a deux institutions qui gèrent le domaine public et le domaine privé. La CNSS, que vous avez connue INSS, qui est depuis 2018 devenue la CNSS, concerne donc les cotisations du secteur privé. Alors, à la question de savoir si effectivement nous reversons les pensions, oui, tout à l'heure, comme je l'ai dit, nous couvrons 3 branches de sécurité sociale, notamment les pensions, lorsqu'effectivement les employés arrivent à l'âge de la retraite, qui est aujourd'hui 60 ans. La législation a également évolué dans ce sens-là, parce que maintenant c'est 60 ans et c'est obligatoire, alors qu'à l'époque, on allait jusqu'à 65 ans et c'était très aléatoire. Et effectivement, je confirme que les pensions sont versées trimestriellement par la CNSS. Voilà. Merci. Merci. Madame Yvonne, en fait, pour avoir un petit aperçu en fait du travail que produit la CNSS, est-ce qu'on a une base de données de à peu près combien de pensionnés on a au Congo en général? Est-ce qu'elle m'entend? Oui, mais le décalage. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une question très, très technique à laquelle je ne pourrais pas répondre pour l'instant. C'est une information qui peut se trouver parce qu'il faut qu'on actualise. Généralement, nous constatons différents mouvements et il y a tout un travail qui doit être fait pour actualiser justement toutes ces statistiques. Donc, j'aime mieux ne pas m'avancer sur cette question-là. Voilà. Très bien, très bien. Président Sel, vous avez un commentaire ou une question? Bon, je crois que j'ai une question. D'abord, en tant que politique. Vous m'entendez? Oui. Voilà, je vous entends très bien. Très bien. Oh là là. On vous entend. Vous m'entendez, Madame Yvonne? Madame Yvonne, vous m'entendez? Oui, bon, moi j'ai une question. D'abord en tant que politique. Là, je vous entends, je vous entends. Oui. J'ai une question d'abord en tant que politique. La CNSS, dans la course aux récompenses à laquelle les politiciens s'adonnent, la CNSS semble être l'Eldorado pour tous ces politiciens-là à la quête du travail. Lorsque vous posez la question, vous voulez travailler, où tout le monde court vers la CNSS. Parce qu'il me semble clairement que les gens qui travaillent à la CNSS et toutes les entreprises publiques sont les plus aisés. Mais en tant que patron, je vois aussi que les niveaux de contribution des entreprises que nous donnons à la CNSS n'est pas aussi fameuse. Alors, c'est quoi le secret? D'où vient tout cet argent-là au CNSS à salaire que ces travailleurs soient... Parce que, bon, des gens qui travaillent à la CNSS semblent être vraiment des aisés. Et ça attire tout le monde veut être là-bas. Moi, je veux vraiment comprendre comment ça se passe, en fait. Peut-être que vous pouvez nous répondre par rapport à cette question-là. Et puis, la deuxième question, c'est en tant que patron, ça fait des années que nous cotisons, mais c'est comme si les travailleurs ne sont vraiment pas au courant du fait que nous cotisons là-bas. Après, ils ne font pas de suivi, ils ne suivent pas. Je ne sais pas, c'est comme si après, voilà, autant ils ont des cartes, ils ont tout, mais est-ce que la CNSS vulgarise assez ses services par rapport
la sécurité sociale, allocation familiale et pension, tout ce que vous expliquez là, ou c'est encore le rôle des employeurs de vulgariser cela? Merci beaucoup. Alors, moi, je souris lorsque vous dites que tout le monde veut travailler à la CNCS. Bon, d'accord, je l'apprends. Mais après, je dois rappeler que les cotisations, justement, des employeurs et des employés, parce qu'actuellement, je pense que tout travailleur qui a son bulletin, qui reçoit son bulletin de paye, comme c'est une obligation légale, voit les retenues qui sont faites mensuellement. Aujourd'hui, nous cotisons à concurrence de 5% à charge des travailleurs et 13% à charge des employeurs. Donc, je pense qu'il est difficile pour les travailleurs de ne pas savoir qu'il y a cette retenue qui leur est faite quand même. Et en même temps, c'est ça justement qui constitue les revenus de la caisse. Donc, quand vous posez la question de savoir d'où vient tout cet argent, mais justement, c'est toutes ces cotisations qui sont reversées et que la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale gère à travers tous les investissements auxquels elle opère que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans des prises de participation au sein de sociétés, dans toute activité qui est susceptible justement de rentabiliser ces fonds. Donc, quand vous vous demandez d'où vient tout cet argent, mais ce sont précisément les cotisations sociales que nous reversons à la caisse depuis. Maintenant, il est vrai que peut-être que la CNSS devrait avoir ou mettre l'accent sur sa politique de vulgarisation, justement, parce qu'effectivement, les textes réglementaires ont changé. Depuis 2018, nous sommes devenus une caisse. Il y a une nouvelle loi qui régit la CNSS. Peut-être que les employés ne sont peut-être pas suffisamment au fait. Et comme je disais, c'est un travail qui doit être fait et par la CNSS aussi, de vulgariser justement les textes, de vulgariser les process, de vulgariser les lois qui régissent finalement cette matière Parce que si vous parlez du public, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça rentre dans le cadre de la CNSAP, mais par rapport à la CNSS, je crois que les employés, sur leur bulletin de paie, ils sont très, très conscients de ce qui leur est retenu tous les mois par rapport aux cotisations qu'ils reversent. Donc, voilà. Pour rebondir sur cette question, comment est-ce que... en fait, oui, ce que le président... Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu, on vous a... Madame, vous nous entendez? Vous m'entendez? Ça va, ok. Comment est-ce qu'un pensionné pourrait aller récupérer sa pension à travers la CNSS? Qui est-ce qu'il... en fait, dans quel bureau il se rend? Comment est-ce qu'il sait à la fin de sa carrière combien il aura et comment il va toucher sa pension? En fait, est-ce que ça passe par votre caisse ou ça passe par un autre organe? Madame Yvonne, vous nous entendez? Bon, je pense qu'elle a un problème de connexion. Professeur Alfred, vous pouvez nous faire la rubrique... Excusez-moi, Patricia, vous pouvez répéter la question? Je ne l'ai pas captée. Vous n'avez pas entendu? Ok, non, je disais, par exemple... Oui, là, je vous entends. Est-ce que vous pouvez répéter la question, oui, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. J'ai vraiment un problème sérieux de connexion. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Dans un cas spécifique, en fait, on aurait un pensionné. À quelle porte il irait toquer pour savoir exactement combien il va toucher, combien il a en totalité, combien il va toucher et dans quelle période, en fait? Dans le sens de vulgariser, comment est-ce que ça se passe? Comment une personne qui ne connaît peut-être pas tous les bureaux de Kinshasa, toutes ces institutions, etc., comment cette personne pourrait savoir exactement qu'il a une pension, il a droit à ça, il a droit à autant à telle période? Ce serait ça ma question.
n'a pas entendu. La connexion. Je sens que c'est vraiment au ralenti alors. Ok. Je pense avoir un peu capté la question, même si vous sortez entrecoupé. Oh là là. Bon, déjà, lorsqu'un employé atteint une année avant qu'il n'atteigne l'âge de la retraite, qui est 60 ans, l'employeur doit communiquer avec l'employé pour l'informer qu'il va arriver à l'âge de départ à la retraite. Alors, ce qu'il y a, c'est que... Ouais, c'est terrible, désolé. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez là? On vous entend. Allez-y. C'est entrecoupé chez elle, je pense. On vous entend très très bien. Vous pouvez continuer à parler. D'accord. Bon, je vais quand même continuer. Si jamais vous ne m'entendez pas, vous me le dites. D'accord. Donc, une fois que l'employé atteint l'âge de la retraite, l'employeur... Vous m'entendez très bien, professeur? Oui. Je vais continuer à parler. Donc, l'employeur va l'orienter parce qu'il y a des formulaires qui doivent être remplis conjointement, donc par l'employeur, par rapport à toutes les informations qu'il doit fournir à la CNSS au regard du départ à la retraite de cet employé. Et il doit fournir un certain nombre de mois de bulletins de paye, justement, des 36 ou les bulletins de paye des 5 dernières années ou des 3 dernières années de l'employé qui doivent être annexés à la déclaration qui est faite. Et tous ces documents sont déposés par l'employé au moment où il part en retraite auprès de la CNSS. Et automatiquement, à ce moment-là, il est pris en charge par le bureau du ressort de son habitation qui va l'orienter par rapport à l'ouverture de son compte, par rapport au calcul de ce à quoi il a droit, par rapport au paiement trimestriel auquel il a également droit. Donc, voilà un peu comment ça se passe en termes de procédure. Merci, c'est très clair. Professeur Alfred, si vous avez des nouvelles de la France? Alors, je vais en donner 2 ou 3 rapidement, comme le temps avance. Bon, ouais. Je vais pas m'arrêter sur l'annonce faite par l'Institut national des statistiques économiques, l'INSEE. Le déficit de la France, quand même, cette année-ci, va s'élever à 5,5% du PIB, alors que le gouvernement tablait sur 2,5 ou 2,9. Donc, il va falloir serrer la ceinture et trouver comment réduire les dépenses de l'État pour éviter justement de creuser encore le déficit de l'État. Mais je vais me focaliser sur 2 informations. C'est la première, c'est après l'attentat de Crocus City Hall à Moscou, le gouvernement a décidé de rehausser le niveau de sécurité ici. Et donc, le plan Vigipirate est passé au niveau attentat. Et donc, on va renforcer la sécurité sur les places publiques, les gares, les écoles, les stades, etc. 4000 hommes de troupes vont être déployés sur toutes ces places publiques pour la sécurité des Français et des Françaises, d'autant que les Jeux olympiques se profilent aussi à l'horizon. Il y a 2 menaces, effectivement, que le ministre de l'Intérieur vise. Il y a les menaces endogènes de tous les radicalisés qui sont surveillés de plus près. Et puis, on a déjoué les tentatives d'attentats de Daesh. Il y a au mois de février, il y a au moins 2 attentats qui ont été déjoués, donc renforcer les capacités de sécurité et puis d'intervention
de forces de l'ordre. Et puis, il y a les menaces extérieures, évidemment, de Daesh. Là aussi, par rapport aux intérêts de la France, il y a le renforcement des mesures de sécurité. La deuxième nouvelle, mais qui me semble très intéressante, c'est au niveau du département des Yvelines, le Conseil a mis en place un système d'aide aux enfants qui relèvent de l'aide sociale, qui sont placés dans les familles ou dans les foyers, a créé une structure qui s'appelle Villa Avenir. Donc, Villa Avenir. Et mot valise, Villa Avenir, pour accueillir un certain nombre d'enfants qui sortent de ces familles-là et qui ont eu le bac ou post-bac, mais qui ont entre 18 et 21 ans, qui ont eu des parcours vraiment chaotiques et qui, au sortir justement de ces études-là, veulent postuler dans des parcours d'excellence au niveau du supérieur, au niveau de l'université. Et donc, pour les encadrer, on a créé cette structure-là. Pour le moment, il y a 6 personnes qui sont là, 3 filles et 3 garçons. Et parmi les filles, il y a une jeune Congolaise, Lola. Elle est arrivée en France à 3 ans. Elle a été placée dans une famille. Là, elle a 18 ans. Elle a eu son bac. Et elle veut devenir journaliste, donc Sciences Po. Et donc, comme dans le cadre familial, elle n'avait pas où elle a été placée, justement, d'endroit ou de support. Elle a été placée là. Elle est boursière. Ils sont tous boursiers. Ils gardent en autonomie. Ils ont une équipe qui les prépare, qui les coach, justement, aux concours qui vont arriver pour suivre leurs études au supérieur. Une veut devenir neurochirurgienne, une autre veut accéder au conservatoire, un autre ingénieur électrotechnicien. Et donc voilà, je voulais vraiment insister sur cette initiative-là. Dernière information, alors je ne vais pas parler du Sénégal parce que ben, justement, ici on a fait des choux gras de l'élection de Bassirou, Diomaye Faye, donc pour que j'y revienne. Mais là, j'ai taquiné Valériane, elle n'a pas répondu à la question des 2 premières dames, hein, elle n'a pas répondu à cela. Et donc voilà, le dernier point que je voulais soulever, c'est le point sportif pour détendre un peu aussi l'atmosphère. Alors, l'équipe de France a pris une déculottée contre l'Allemagne. Aujourd'hui, elle est en train de jouer contre le Chili à Marseille. Et donc, tout le monde est tombé sur Didier Deschamps et son équipe pour dire, bon, ben, contre l'Allemagne, ils sont passés à côté de leur match. Et puis, la deuxième actualité sportive qui cristallise les attentions ici, ce sont 2 jeunes gens, les Lebrun, ce sont 2 frères. Le grand frère Alexis, lui, il a 20 ans et son petit frère Félix a 17 ans. Ils ont joué la finale des championnats de France de ping-pong et ça a été épique devant près de 40 000 spectateurs. Le grand frère a gagné et a conservé son titre de champion de France. Alors, il est monté sur la table et puis, mais à côté, son petit frère était en train de pleurer. Donc, il est descendu pour l'embrasser. Et puis, pour les parents, c'est problématique de gérer les 2. Sauf qu'au niveau international, le petit frère bat presque tout le monde, mais il n'arrive jamais à battre son grand frère. Donc, voilà. Intéressante news. Merci beaucoup, professeur. Merci. Valériane, tu as un commentaire ou un mot de la fin? Parce qu'on va bientôt finir. On a pulvérisé le temps. Là, je pense qu'avec les problèmes de connexion de l'invité, ça nous a fait dépasser largement le temps. Donc, on va clôturer rapidement. Je n'ai pas du tout de commentaires sur l'actualité un peu en France. La seule chose sur laquelle je voulais revenir, c'était la question politique au Sénégal. Encore une fois, j'ai insisté sur le fait que la victoire de Faye
était une victoire de la démocratie. Une autre question est, est-ce que je suis d'accord avec le fait qu'il soit polygame? C'est quelque chose qui est accepté au niveau culturel au Sénégal, avec ses critiques, avec les hauts et les bas. Est-il que la question qui se pose aujourd'hui, c'est plutôt la question de la démocratie? Et de l'autre côté, peut-être pour sa défense, ce serait que beaucoup de ceux qui, dans notre système laïque, surtout de monogamie, vont officiellement avoir une seule épouse, mais on le sait tous, vont avoir des enfants dans nos quartiers et vont avoir des co-épouses ça et là, et c'est le cas de plusieurs de nos politiciens, et j'espère que ce ne soit pas le cas de la jeune génération. Immoralité ou autre, pour moi, c'est une autre question. La question, si on restait sur le point lié à la politique. Un autre point, un autre élément important, peut-être une précision sur ce que disait Monsieur Seth, c'est beaucoup plus lié à ce que je disais en termes de statistiques, de ce que les femmes veulent faire, à la fois que ce soit pour la politique et pour d'autres rôles. C'est pas qu'elles ont un choix. J'insiste sur le fait que les systèmes sont établis de manière à ce que beaucoup d'entre elles pensent ne pas avoir le choix. L'exemple qu'il a donné de la maman maraîchère, c'est une preuve de résilience sur lequel il va y avoir des femmes qui vont se lever pour être résilientes. Mais dans la politique, j'ai envie de dire, il n'y a pas de chasse gardée. C'est un terrain qui est très, très difficile. Et moi, je pense que c'est vrai que la loi prévoit les 50%, la question de la composition de Parlement prévoit le pourcentage requis pour les femmes, mais je doute fort que la RDC manque des femmes, pas seulement qui veulent faire de la politique, mais des femmes compétentes qui peuvent et qui veulent rentrer en politique. Il y a la question des ressources qui se posent, mais aussi la question de ce positionnement, parce que je suis désolée, personnellement, si la politique m'intéressait, quand je regarde la scène politique aujourd'hui, je ne suis pas forcément intéressée à être recrutée par certains partis. Et ça, c'est un exemple peut-être généralisant, mais juste pour présenter. C'est une chose. L'autre chose, en termes de projet de politique, ce n'est pas là. Et en dernier lieu, est-ce que les partis politiques ont lancé des appels d'offres de recrutement, tels que nous le faisons avec les entreprises privées? C'est une idée que je lance, qu'ils devraient faire, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément des femmes d'un certain âge, c'est-à-dire 50 ans et plus, avec beaucoup d'expérience. Je pense qu'on a une jeunesse montante qui veut des changements, qui peut faire des changements, qui peut-être manquent beaucoup d'exposition et beaucoup d'expérience, mais je pense qu'elles apprendraient si on traitait nos partis politiques avec un peu plus de sérieux, un peu plus d'organisation et de structure. Je pense qu'on y attirerait beaucoup de ces jeunes qui vont malheureusement se tasser dans les banques et dans certains emplois de confort. Donc, pour moi, ce serait ça, parce qu'à la fois, que beaucoup d'entre nous comprennent que je peux être dans une banque et c'est très très bien, hein, c'est respectueux, mais à côté de ça, avoir une vie politique engagée et sur lequel le parti fait preuve de moins de corruption et autres. Je dis ça sans traiter à préjudice. Une dernière correction, si vous me permettez, Madame Patricia. Oui, il y a eu coalition en 2018, mais en même temps, il y a eu désolidarisation de cette coalition qui a fait aujourd'hui, qui a donné l'opportunité à certains opportunistes, je ne les citerai pas, à se retrouver au pouvoir alors qu'il y en avait un autre candidat qui aurait gagné, qui reste encore une fois à prouver. Mais au moins, il y a cette désolidarisation, ce qu'on appellerait cette unité. Il y a des efforts qui sont consentis, c'est pour ça que je dis que j'ose croire que cette jeune génération va nous apporter une nouvelle sauce, un renouvellement et autres, et ce changement, et j'ose croire vraiment à un Congo meilleur. Merci. Merci Valériane. Président Seth, on va clôturer. Si vous avez un commentaire ou une question. Bon, j'aime beaucoup la façon dont Madame Valériane évite cette question sur la polygamie. Bon, moi j'aime les détails. Hein. Ce que je vois, c'est un président qui a deux femmes, une voilée et l'autre qui n'est pas voilée. Donc je me pose déjà la question si l'une est religieuse ou musulmane et l'autre ne l'est pas. Est-ce que ça symbolise le progrès, le conservatisme? Est-ce que plusieurs d'autres questions? Mais bon,
tout cas, Madame Valériane connaît bien les deux dames, elle pourra peut-être nous répondre prochainement. Par rapport au space, je remercie Madame Yvonne. Je crois que j'ai beaucoup appris. C'est vrai qu'il me reste quand même quelques questions que je n'ai pas pu poser, mais bon, ce n'est pas grave parce que je voulais quand même en savoir plus sur le fonctionnement de la FEC. Parce que c'est vrai que je suis homme d'affaires, mais je ne suis pas trop organisation patronale. Et puis, on n'a pas parlé aussi de son rôle en tant qu'administratrice de la Chambre de commerce franco-congolais. Je ne sais pas si j'avais bien compris. Et bon, déjà, elle avait expliqué que si elle a la CNSS, c'est grâce à la FEC. Donc, je commençais à me poser aussi la question si elle a affilié à un parti politique, si elle a été nommée par les politiciens. Je crois qu'on a déjà eu une réponse à cette question-là. Je ne fais pas de politique. Je vois qu'elle accumule. Je vois qu'elle accumule déjà plusieurs fonctions en même temps. C'est une très bonne chose en tant que femme, ça inspire. Et Pay Network, je crois que je vois cela sur le boulevard. Quelqu'un m'en avait parlé une fois parce qu'en 2017, j'avais décidé de monter une boîte pour financer les petits projets. Alors, je devrais constituer un jury. J'ai un ami, Jean-Michel Gonda, je ne sais pas si tu connais Jean-Michel Gonda, qui m'avait dit non, il faut prendre la CEO de Pay Network dans le jury, elle va beaucoup nous aider et tout. Bon, je ne vous connaissais pas, mais ça c'était en 2017, avant que je ne rejoigne la politique. Malheureusement, on n'avait pas pu vous contacter parce que, bon, dans le jury, on avait eu Alki Tengue, Jean-Michel Gonda et puis d'autres personnes. Le but, c'était de financer des projets des Congolais. Heureusement que vous n'étiez pas venu parce que, bon, on a auditionné 300 projets, on a financé plus de 60 projets. Il y a eu des gens qui ont pris mon argent, ils sont partis se marier avec. Vous imaginez? C'est terrible comme expérience. Incroyable. Bon, c'était vraiment un échec. Il n'y avait qu'un seul projet qui avait marché. Donc, c'est ce jour-là que j'avais compris que le problème du jeune Congolais, ce n'était pas forcément le financement, c'était un vrai problème d'incubation. Peut-être que si vous étiez là, vous alliez mieux nous orienter en tant que professionnel, parce que, bon, moi, voilà, je voulais simplement aider, mais bon, ça n'a pas marché. En tout cas, merci et félicitations. Et félicitations aussi à Madame Patricia pour la modération. Professeur Alfred, je crois qu'on va se revoir. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci Madame Yvonne. Alors, donc, on va vous laisser vraiment le mot de la fin. Merci. Si vous avez des projets ou des forums ou, je ne sais pas, une société qui va bientôt ouvrir quelque chose, en tout cas, c'est le moment de le partager. Ça a été un très grand plaisir de vous avoir. En tout cas, j'ai été beaucoup inspirée. J'ai encore votre bio et j'ai votre numéro de téléphone. En tout cas, je vais rester en contact avec vous. Je pense que c'est quelque chose de très positif. Merci beaucoup. C'est à vous. Merci. Merci infiniment. Malheureusement, la connexion nous a fait défaut. Donc, je n'ai pas pu suivre les échanges comme il se doit. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver et de continuer même autour d'un autre sujet. Je pense que j'ai un programme assez chargé cette année, déjà par rapport à la FEC et même par rapport à la caisse. Donc, je pense qu'il faut d'abord qu'on réalise ce pourquoi nous sommes là avant de commencer à embrasser 36 000 autres chantiers, je pense. Hein. Qu'on essaie de réaliser. J'espère que la prochaine fois qu'on se retrouvera, je pourrai vous dire, voilà, depuis la dernière fois, ce que nous avons réalisé. Parce que, bon, ça, c'est peut-être le côté privé. Je ne sais pas si ça se passe comme ça, hein, Monsieur Seff, en politique, mais nous, on est axé objectif et résultat. Donc, on se dit, on s'assigne tel résultat et on va revoir au bout d'une année ce qu'on a pu réaliser par rapport à ça et où nous en sommes. Je ne sais pas si ça se passe comme ça dans votre domaine d'activité, mais chez nous, c'est comme ça et il faut s'en tenir, il faut travailler à cela pour atteindre ces résultats-là. J'espère que la prochaine fois qu'on se verra, ce sera autour de réalisations concrètes par rapport à mes différents mandats. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci Madame Yvonne Koswamina. À très bientôt. En tout cas, merci à tous les invités. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à travers Facebook, Twitter, Instagram
et d'autres plateformes. Nous nous verrons très bientôt. Je pense que vous pouvez revoir l'émission d'ici vendredi. Ou non, samedi matin, vous pouvez revoir l'émission sur Twitter ou sur YouTube. Et on se revoit donc mardi pour un autre projet de dialogue avec. Merci beaucoup, à bientôt.